Bonjour, messieurs, mesdames, merci beaucoup au directeur et au conseil du CREAI pour cette invitation. Je vais essayer de faire ma présentation en français et je m'excuse déjà pour toutes les fautes que je vais faire, soyez indulgents. Vous pouvez vous relaxer un petit peu maintenant parce que, comme le directeur vient de dire, je vais vous présenter une expérience de recherche. Donc, c'est une narration très simple d'une expérience qu'on est en train de mener en Italie dans le contexte du programme PIPI, qui est un programme national commandité par le ministère du politique sociale. Et l'acronyme, ça veut dire Programme d'intervention pour la prévention de l'institutionnalisation, mais comme vous pourrez comprendre, ça nous porte à Fifi Brendacier, parce qu'en italien, Fifi c'est Pipi. Donc, le programme est centré sur une conception de la résilience des enfants. Et c'est un programme qui n'est pas comme les programmes basés sur l'évidence des positions anglophones très structurées, mais c'est un programme qui cherche de s'adapter aux différents contextes où il se déroule. Donc, nous disons que c'est une forme parce qu'il y a des incontournables, mais une forme ouverte aux apports des intervenants qui mènent l'action dans ces services. Vous voyez ici le cahier du programme. Le programme cible les familles négligentes. La négligence est conçue comme une absence de réponse aux besoins d'un enfant, reconnue comme fondamentaux sur la base des connaissances scientifiques actuelles ou en l'absence de celles-ci, de valeurs sociales adaptées par la collectivité dont fait partie ces derniers. Cette définition de négligence nous a apporté beaucoup parce qu'elle nous a aidé à nous centrer pas sur le manque et le déficit des parents, mais sur les besoins de l'enfant. Et donc à travailler en portant un regard principal sur les besoins et surtout les besoins de développement de l'enfant. Donc pas sur les problèmes, les risques, mais les besoins de développement de l'enfant. Le but du programme concerne la réduction du taux de placement hors de la famille et à travers un travail de requalification des compétences parentales. Comme nous irons voir, nous verrons que l'idée c'est d'aider et de soutenir le développement de l'enfant par le travail avec tous les acteurs qui sont dans le monde de l'enfant. Donc, avant tout, les figures parentales. Il s'agit aussi de stimuler une alternative au placement à travers la mise en place d'une approche intensive de courte durée de prise en charge de la famille entière. Et pour faire ça, on a besoin de se donner une méthode d'évaluation des situations familiales. Et là, nous avons du mal parce que nous devons combler les déficits d'évaluation qu'il y a dans notre pays, soit au niveau des systèmes généraux, on a un déficit d'évaluation par rapport à la connaissance des familles qui sont dans les systèmes de protection de l'enfance, soit au niveau des situations singulières. C'est-à-dire ce que Mme Robert vient de nous expliquer, les partages des référentiels pour l'évaluation des situations familiales. Nous avons commencé à découvrir le programme à 9 villes métropolitaines en Italie en 2011-2012. Ça a été la première phase. En 2013-2014, la deuxième. Nous sommes en train de terminer cette deuxième phase avec 9 villes, de Turin à Palermo, et avec plus de familles de la première phase. Mais déjà au début de 2014, le ministère a décidé une
l'extension du programme et nous avons maintenant 50 municipalités où il y a des équipes multidisciplinaires des intervenants qui font la mise en place de ces programmes. Donc il s'agit d'un grand chantier en Italie où on cherche d'innover les pratiques de prise en charge des familles négligentes. Les cadres de référence que nous avons se réfèrent à l'écologie du développement humain de Bronfenbrenner qui nous fait comprendre que pour soigner un enfant, nous avons besoin de soigner toutes les relations, les différents niveaux de relations dans lesquels l'enfant vit. Donc, pour évaluer la situation de chaque famille qui entre dans le programme, nous avons pris comme système, comme approche de base, l'expérience britannique de l'assessment framework, que peut-être beaucoup de vous déjà connaissent. C'est une expérience qui a commencé dans les années 90 en Angleterre et qui avait le but de surmonter ce que les Anglais appellent la postcode lottery. Et cette loterie du code postal nous a beaucoup interpellés parce que c'est un des défis majeurs que nous vivons en ce moment-là en Italie. C'est-à-dire que l'enfant a besoin de recevoir des services qui soient indépendants des milieux de naissance. Et un enfant qui vit à Turin ou à Venise a les mêmes droits d'un enfant qui vit à Florence ou à Rome ou à Palerme, etc. Et ces cadres de référence nous a aidés à mettre le développement de l'enfant au centre des services et remplacer la notion de droit parental par celle de responsabilité parentale. Et surtout, à partager entre sujets et institutions différents les mêmes cadres, en cherchant de réaliser les principes un projet pour chaque enfant et pas différents morceaux du projet pour chaque enfant. Vous voyez ici les cadres de référence. Ici, c'est l'assessment framework anglais, où vous voyez les trois côtés du modèle. C'est un triangle où il y a les trois côtés. Un côté est centré sur les besoins de développement de l'enfant. Donc, je répète parce que c'est très important. On ne va pas chercher de se centrer, d'analyser les problèmes de l'enfant, mais comment l'enfant se développe par rapport à ses besoins. Et comment les parents sont capables de répondre aux besoins du développement de l'enfant. Et ici, on voit une conception des compétences parentales et relationnelles liées aux besoins de l'enfant. Et pas les parents n'est pas évalué en abstrait par rapport à un modèle idéal de bons parents, mais les parents est évalué par rapport aux besoins de son enfant et dans un milieu. C'est la base du triangle. Dans les milieux dans lesquels les parents et l'enfant vivent. Quelles sont les ressources et les obstacles que l'environnement met à disposition de ses parents? Ça, c'est la question. Nous avons vu que ce modèle a été très diffusé dans le monde dans les dernières 15 années surtout. Et en Libye, nous sommes en train de faire notre première implantation en Italie. Pourquoi nous avons utilisé ces modèles dans notre système de services? Parce que ces modèles nous aident, nous permettent de recomposer les opposés que Mme Robin vient de nous expliquer ce matin. Surtout l'opposition entre besoins et droits de l'enfant et besoins et droits du parent. Focus sur l'enfant, focus sur les parents. Parce que les sujets, c'est le monde de l'enfant. Donc, ce n'est pas l'enfant, notre sujet, mais c'est l'enfant conçu dans son monde de relations.
Et vous voyez ici la première adaptation du framework anglais que nous avons implanté en PIP. Vous voyez ici que nous avons appelé ce modèle les mondes de l'enfant, modèle multidimensionnel de compréhension des besoins de l'enfant. Et vous voyez, du point de vue de l'image et du point de vue des mots, vous ne voyez pas les mots maintenant, mais les langages que nous utilisons, un effort pour rendre ces modèles disponibles aux parents et aux enfants. Vous voyez dans les diagrammes aussi beaucoup des images, parce que nous avons une forte attention au langage avec lequel on parle aux familles pour rendre possible leur participation à l'évaluation et au projet. Et donc, on a préparé des outils, des bandes dessinées, des outils pour parler de l'outil d'évaluation et du programme aux parents et aux enfants. Les programmes prévoient une intervention multidimensionnelle et avec un seul plan d'action, un seul projet pour chaque enfant, pour parvenir à partager les responsabilités et à composer les différents niveaux de l'intervention. Donc, il y a l'évaluation partagée qui prévoit différents niveaux après d'intervention, qui sont les mots, les groupes de parents et d'enfants, la forte coordination entre écoles, services sociaux et services sanitaires, et l'apport des familles d'accueil. Je ne sais pas en français, en anglais c'est natural helper, les aidants naturels, qui vont accompagner chaque famille qui entre dans les programmes. Donc vous voyez, chaque enfant et chaque famille ont un accès à une intervention individuelle, à une intervention en groupe, à une intervention de type formel et à une intervention de type informel. Parce que l'idée, c'est qu'une intervention centrée seulement sur les enfants, seulement sur les adultes, seulement en groupe, seulement individuel, ce n'est pas assez pour les des familles. Donc, quelle est l'approche? L'approche met au centre l'importance de l'évaluation partagée pour chaque famille, du point de vue des méthodes maintenant. Et la question qui nous a interpellés de plus, c'est comment créer une liaison entre la phase de l'assessment, de l'analyse de la situation familiale, la phase du projet, plan d'action, et la phase globale d'évaluation. Comment on peut garder une unité entre ces trois parties, ces trois phases. Les mots anglais assessment, en italien, nous, on traduit pas avec évaluation, mais avec analyse. Parce que ça nous permet de comprendre que l'analyse, c'est une façon de connaître une famille et pas de juger. Et nous utilisons le mot d'évaluation pour évaluer au contraire le projet global avec la famille, pas la situation de la famille. La méthode, c'est une méthode que nous avons appelée participative et transformative parce qu'on cherche d'impliquer tous les différents acteurs qui vivent dans le monde de l'enfant. Donc, les acteurs du système social, médical, et de l'école, de la justice, quand il y a aussi la justice, et tous les différents acteurs du monde informel de l'enfant, les familles de soutien, etc. On cherche d'impliquer les parents et les enfants, qui sont des acteurs, ne sont pas des objets d'évaluation, mais sont des sujets dans ce processus d'évaluation. Pour faire quoi? Pour diagnostiquer, mais surtout pour transformer.
changer la situation de la famille. Donc, l'évaluation a un but surtout transformatif. Et comment on fait ça? On cherche des communautés de 3 niveaux que nous venons de voir, analyse, plan d'action et évaluation, dans la réalité de la vie des enfants. Ça veut dire que quand on fait une séance d'analyse, d'assessment, avec les familles et avec tous les acteurs, où on est là tous ensemble autour de la table, les parents et les enfants sont déjà sollicités à se mettre dans une posture réflexive sur soi-même. Donc, ils sont déjà dans l'action. Et quand on va dans l'action, on fait des choses chez les parents, à l'école, dans les groupes de parents, au niveau psychologique, s'il y a aussi une prise en charge psy dans les projets de la famille. Quand on fait des choses avec les familles, dans la réalité de la vie des familles, on collecte aussi des données qui nous amènent à changer notre analyse de la famille. Et donc, l'analyse, l'action, les projets sont toujours connectés entre eux et deviennent des phases, des étapes continues et pas des phases distinguées dans la prise en charge. Donc, on peut dire que l'évaluation, ce n'est pas le dernier moment ou le premier moment, mais c'est une dimension de chaque phase de l'intervention avec la famille. Et donc, nous appelons ensemble un laboratoire du réel, où les aspects qui caractérisent ce processus sont, comme on vient de dire, l'implication du parent et de l'enfant, la forte articulation entre analyse et projet et changement, entre analyse et action, et la collaboration professionnelle et interorganisationnelle. Je n'ai pas le temps aujourd'hui de m'arrêter là, mais je pense que vous comprenez que je pourrais beaucoup vous parler des difficultés que nous sommes en train d'effacer par rapport à la collaboration entre sujets qui travaillent en organisation et en institutions différentes. Les points d'avoir des équipes multidisciplinaires qui travaillent ensemble, c'est un point très faible par rapport à notre pratique. Et toujours par rapport à la question de comment faire ça et comment surtout lier l'analyse au projet et à l'action pour aboutir à un changement réel avec les familles, nous utilisons un outil que nous appelons le micro-planning qui répond à 6 questions qui nous permet de travailler pas seulement les quoi, les problèmes, l'action, mais aussi les comment faire pour accompagner la famille dans son changement. Donc, quel est le problème, quoi, où on veut aller et quel est l'objectif final, donc pourquoi, et vers où les résultats attendus, les actions, comment, quelles sont les actions concrètes que nous allons faire pour aller vers les résultats que nous avons prévus, de qui sont les responsabilités. C'est la mère qui met en place cette action, c'est l'éducateur, c'est le psycho, c'est l'enseignant de l'école. C'est qui et le temps quand nous allons faire ça et quand nous allons évaluer si nous avons atteint les résultats que nous avons décrits dans notre micro-planning. Alors, pour chaque sous-dimension que vous avez vue de l'assessment framework, du triangle, il y aura un assessment, une analyse et une micro-planning, un petit projet. Quelles sont les caractéristiques méthodologiques de ces micro-planning? Alors, c'est d'utiliser un langage clair et simple. Simple ne veut dire pas banal ça veut dire qu'il nous a aidé à comprendre quel est le problème et nous
pouvons passer, chacun, nous pouvons passer ces parties. Donc, la question principale, c'est d'arriver à utiliser et d'écrire des objectifs mesurables, opératoires, temporalisés, réalistes, concrètes, pour promouvoir les facteurs de protection dans la famille. Nous appelons ça en italien SMART. Ça veut dire des objectifs simples, mesurables, qui apportent des avantages aux familles, réalistes et temporalisés. SMART. Et l'effet d'utiliser un langage simple avec cette typologie des objectifs nous permet en concret d'impliquer les enfants et les parents. Parce que les parents et les enfants, normalement, sont bien capables de comprendre ces langages. Et beaucoup de fois, ce qui se passe, c'est que c'est plus facile d'arriver à formuler des objectifs comme ça quand les enfants et les parents sont effectivement autour de la table avec les professionnels, parce qu'ils sont capables de guider les professionnels dans l'élaboration de ce type de typologie d'objectifs. Une autre question très importante, c'est la question de définir les temps. Ça veut dire quand on va évaluer l'objectif et on va voir si le changement qui a été prévu a été à temps ou pas, ou en partie, et pourquoi, et qu'est-ce que nous pouvons faire pour continuer à changer les choses. Donc, la période de prise en charge de la famille est prévue dans 18 mois, donc ça veut dire que c'est une intervention intensive qui a un début, le temps 0, un point intermédium, le temps 1, et un temps final, le temps 2, où on va faire l'évaluation compulsive de la famille. Qu'est-ce que nous voulons faire avec cette forte articulation entre l'analyse, l'assessment et l'action, les projets et l'évaluation? C'est une idée de réduire l'écart entre la motivation à changer et les changements réels, l'intention et l'acte. Nous aide pour penser au statut des sculpteurs grecs, que quand ils faisaient dans l'ancienne, dans l'époque classique de la Grèce, quand ils faisaient une statue, ils réalisaient l'image d'une personne réelle qui en même temps contenait une idée de l'idéal de l'humanité de cette personne. Donc, c'est devenu celle-ci notre idée, à formuler une évaluation de la famille qui contient tous les éléments du réel de la famille, mais pour aider la famille à aller vers un idéal, un changement, et surtout de la situation de l'enfant. Et pendant la première implantation du programme, en Italie, nous utilisions, comme je viens de vous dire, les triangles, et quelqu'un nous a dit, mais attention, le monde de l'enfant est rond, pas triangulaire. Et qu'est-ce qu'il voulait dire? Que nous devions faire une grande attention à travailler pas seulement les trois côtés, les besoins de développement de l'enfant, les réponses des parents et les facteurs de l'environnement, mais nous devons travailler surtout les interrelations entre les trois côtés, parce qu'il s'agit de trouver les interdépendances entre ces trois côtés. Alors nous avons développé ce modèle qui est celui que nous sommes en train d'utiliser dans l'implantation actuelle. Et vous voyez que nous avons fait un triangle un peu rond. Il y a au centre un rond et où les enfants peuvent dessiner leur image
qui me soignent dans le monde, dans l'environnement où je vis. Et vous voyez les différentes sous-dimensions qui nous amènent, nous permettent de faire l'évaluation de chaque macro-dimension. Nous avons préparé avec les professionnels qui travaillent avec nous dans ces programmes une version pour les professionnels, une version qui est, une version qui est pareille pour les enfants et les parents, mais où le langage est plus sombre, est plus simple. Donc les dimensions sont traduites dans un langage facile pour les enfants et les parents. Et nous avons élaboré même un triangle vide qui nous permet de collecter la voix des enfants et des parents par rapport à leur situation familiale. Alors ici, vous voyez un passage, vous voyez que les référentiels théoriques deviennent aussi un outil que nous pouvons utiliser avec les enfants et les parents dans les séances d'assessment et où on construit les projets avec les parents et les enfants. Donc, les mots et de l'enfant a une double identité de référentiels théoriques et d'outils de médiation pour aider les professionnels à comprendre les besoins et les potentialités de chaque enfant et de chaque famille dans les différentes phases de l'intervention. Et ça nous a beaucoup aidé les souvenirs de ce que Galileo Galilei a fait dans notre université de Padoue. Il a enseigné 18 ans à l'université de Padoue et c'est là qu'il a écrit son œuvre, les dialogues entre les systèmes. Et qu'est-ce qu'il a fait, Galileo Galilei? Il a reconstruit le télescope inventé par les Hollandais et il a décidé de les pointer vers le ciel plutôt que vers le sol. Et en faisant ça, il a réalisé une soudure entre le monde de la théorie et celui de l'expérience du point de vue épistémologique tout à fait novatrice. Car pour la première fois dans notre civilisation, il a relié la théorie à l'expérimentation et il a contribué à la naissance de l'expérience scientifique. Donc, cette idée qui Galilée nous apporte nous a aidé beaucoup dans ces programmes à garder une unité entre les théories, la méthode de l'évaluation participative et transformative et les différents outils qu'on met à disposition des professionnels. Parce qu'on a compris que ce sont les outils qui nous permettent d'avancer et de faire avancer les théories et d'utiliser concrètement les méthodes. Et donc, vous voyez ici le référentiel qui est devenu un outil pour collecter la voix des parents, la voix de l'enfant. Et vous voyez ici les triangles qui est devenu un G, qui est devenu ronde, pour jouer avec les enfants plus petites et permettre aussi à ces enfants en bas âge de nous parler de leur monde. Et vous voyez ici différentes façons dans lesquelles les parents et les enfants, ici vous voyez les enfants, utilisent avec le support des intervenants de l'équipe multidisciplinaire utilisent cet outil. Vous voyez par exemple ici la façon avec laquelle une fille de 13 ans a décrit son débit. Et donc, ça nous permet de collecter la voix de l'enfant, la voix des parents, de la mettre, pas de la faire devenir un absolu, mais de la mettre à côté de la voix de différents professionnels pour arriver à une lecture, comme Mme Robin nous a expliqué, pas objective de la situation du monde de l'enfant, pas objective, mais intersubjective de la vie de cet enfant. Vous voyez encore des exemples. Tout ça, tous les référentiels
ils sont devenus la base d'un outil que nous appelons pour relever, analyser, projeter, monitorer, ça veut dire évaluer le bien-être de l'enfant et de sa famille, que nous avons développé avec les ingénieurs de notre université et qui est devenu RPM Online, donc un outil qui est une fiche électronique qui permet de collecter tous les données sur la situation de la famille. Alors vous voyez ici les trois côtés du triangle, hein, vous voyez les mêmes couleurs, avec toutes les dimensions où les intervenants peuvent faire écrire l'analyse pour chaque sous-dimension, écrire l'analyse de façon qualitative. Donc on a donné un espace blanc aux intervenants pour décrire l'analyse avec des indicateurs pour chaque sous-dimension du triangle. Et après la partie qualitative, il y a aussi une partie que maintenant vous ne voyez pas, mais elle est là, et une partie quantitative où on cherche de transformer en nombre la situation, l'évaluation de chaque sous-dimension. Vous voyez par exemple ici la macro-dimension besoin de l'enfant avec tous les espaces pour chaque sous-dimension. Et tout de suite, vous voyez la partie du projet. Quel est les problèmes, quelle est la ressource de la famille, quel est le résultat attendu, quelles sont les actions, de qui sont les responsabilités, quel est le temps pour aller vers le changement de la famille. Et ceci, c'est l'output qui nous donne l'outil informatique. Et vous voyez ici l'output des familles, l'output des données agrégées des familles qui ont participé à la première implantation du programme en Italie. Mais ce même output est possible pour chaque famille. Ça veut dire que vous voyez dans les différents points tous les sous-dimensions du triangle. Donc, pour chaque sous-dimension, vous avez vu quel est un numéro que les professionnels ont attribué à l'évaluation au temps 0 et les numéros que, de façon intersubjective, les différents professionnels de l'équipe multidisciplinaire ont attribué au temps final, au temps 2. Donc vous voyez la situation de la famille au temps 0 et la situation de la famille au temps final par rapport au travail qu'on a mené ensemble sur chaque dimension du triangle. Donc vous voyez ici, la famille peut voir au niveau graphique les changements qu'elle a atteints ou pas. Alors cet output ici nous donne la possibilité de voir comment l'évaluation peut être une démarche formative et transformative pour la famille, mais une démarche aussi où on documente les progrès de la famille. Et cet output, nous, on utilise avec chaque famille, parce que la famille, en tant que sujet, c'est la première qui a le droit de comprendre l'évaluation de son parcours, mais elle l'utilise dans différentes phases du parcours, pas seulement à la fin, mais quand on met les données des différentes familles ensemble, ça devient aussi un outil pour dire quelque chose du travail que les intervenants sociaux font avec les familles aux décideurs politiques et pour analyser pas seulement les processus d'intervention, mais aussi les effets de l'intervention avec les familles et donner donc des points de repère aux décideurs politiques et qui peuvent voir
quel est le travail qu'on fait avec les familles. Donc la question c'est de comment rendre visible à l'extérieur, pas seulement le processus d'intervention, mais aussi les effets. Et par exemple, ici, vous avez des données que nous avons données au ministre sur les données agrégées, sur les parcours qui ont fait les 90 familles qui ont participé à la première implantation du programme en Italie des PIPI. Et ceci sont les résultats des familles cibles, des familles qui ont fait partie du groupe expérimental. Et ceci sont les familles qui ont fait partie des groupes comparaison. Et vous voyez que le changement, il y a été, mais de façon un peu plus basse et pas statistiquement significative. 5 minutes. 5 minutes. Donc, vous voyez que la méthode de l'évaluation participative transformative, c'est une méthode que les intervenants utilisent avec chaque famille dans leur action, mais c'est une méthode que nous aussi, nous les chercheurs, nous utilisons avec les professionnels. On rencontre les professionnels très régulièrement. On ne fait pas seulement la formation initiale au programme, mais on fait des laboratoires qu'on appelle les laboratoires de pratique réflexive. Ça veut dire des journées où on travaille comment les professionnels mènent les programmes avec les familles et où on n'est pas, nous, les chercheurs, on évalue le travail des professionnels, mais nous, on partage les outils, les méthodes, parce que les professionnels puissent devenir les chercheurs de leur travail avec chaque famille. Et donc, on voit que cette grammaire de l'évaluation participative et transformative, c'est une grammaire qu'on utilise avec les familles par les intervenants, mais aussi par les chercheurs avec les praticiens. Et donc, on voit que si la méthode de l'évaluation participative transformative et l'outil du monde de l'enfant vise à créer des contextes de co-développement et d'apprentissage entre professionnels et familles, dans lesquels chacun est écouté et respecté, et où on est focalisé sur les comment faire et avec les familles pour produire un changement concret. La question pour les chercheurs dans le processus de formation devient la même. Comment faire pour créer les mêmes contextes de co-développement et d'apprentissage entre professionnels et chercheurs. Donc, l'idée de base, c'est que si nous, on travaille dans la protection de l'enfance pour soutenir les liens parents et enfants, les professionnels ne peuvent pas faire ça de façon détachée et froide. Et nous, les chercheurs, nous ne pouvons pas accompagner les professionnels à faire ça d'une façon froide et pas impliquée et pas située dans leur pratique. Donc, l'idée d'où nous, on est parti, l'idée d'une recherche fondée sur l'évidence, comme le monde anglophone nous suggère, où la recherche produit connaissance. Les décideurs politiques transforment la connaissance produite par la recherche en procédure pour l'action. Et les professionnels appliquent ces procédures et deviennent plus dynamiques quand les professionnels et les chercheurs acceptent d'accompagner les professionnels dans leur parcours et acceptent de construire des parcours de formation où on ne donne pas de point de repère aux professionnels parce qu'ils conforment leur pratique à la recherche des chercheurs, mais parce qu'ils puissent transformer ensemble les pratiques d'intervention et aussi les théories, là comme Galilée nous a enseigné. Et donc, quand on utilise l'idée de la recherche comme source, comme dans les modèles basés sur l'évidence, on voit que les données viennent appliquer à l'intervention. Quand on cherche de pratiquer
une recherche participative et transformative. On donne aussi aux professionnels un modèle de ce qu'ils peuvent faire avec les familles. Et comme ça, la recherche n'est pas seulement une source, mais c'est aussi une pattern, un modèle pour la pratique et pour l'intervention. Les défis sont beaucoup, mais c'est une chance que je n'ai pas le temps de m'arrêter sur les défis. Et je vous remercie beaucoup pour l'attention. Merci. Nous avons quelques minutes s'il y a des questions ou des demandes de compléments d'information auprès de nos deux chercheuses, avant de passer à un aspect plus pratico-pratique ou en tout cas de mise en situation d'un outil d'évaluation et dans ses fondements théoriques, on va dire, et dans ses modalités pratiques d'implantation. Les choses ont été totalement claires, pas d'éléments complémentaires attendus. Bien. Bon, peut-être que ça viendra un peu plus tard. Hein. Peut-être qu'après la dernière présentation, il y aura peut-être des questions complémentaires. C'est difficile la première question à la matinée, mais